Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 0RR Podcast, toujours animé par les frères Gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode FAQ qui sera, je pense, pas très long. Après, à chaque fois qu'on dit ça, on fait des épisodes de 2 heures. Ouais, c'est bien le problème. Mais on va voir, on a sélectionné 3 questions. On en fera très certainement que 2 en fonction du temps. Parce que du coup, donc on est limité dans le temps par ce podcast, mais je pense que vous avez un peu l'habitude. Donc on verra, ça se trouve on en fera que 2, ça se trouve on en fera qu'une aussi, ça dépend de ce qu'on va dire, si on a des anecdotes ou si on passe notre temps à raconter nos vies comme d'habitude, on verra bien. Et pour faire un petit sommaire rapide dans ce podcast, on va parler en premier de la méthode Heavy Duty, qui est un peu remise au goût du jour en ce moment. Ensuite, on va parler de gérer la musculation avec son entourage. Alors là, c'est un sujet qui est assez vaste, mais on essaiera de parler du côté social, du côté nutrition, etc. Et enfin, la dernière question, la question bonus, c'est comment peut-on savoir si on arrivera ou non à développer ses mollets ? Pour certains, en fait, les mollets, ils vont dire pourquoi les mollets. Donc, ceux qui ont des gros mollets, à la fin, vous pourrez partir. Bon, non, restez jusqu'à la fin quand même pour le watch time et même le référencement. Et pour ceux qui n'ont pas de mollets, restez jusqu'à la fin. Oui, c'est vrai, c'est un sujet intéressant, mais il y a pas mal de... Là, j'ai vu, donc j'ai mis une boîte à questions, et il y a pas mal de questions qui sont revenues sur la morpho, etc. Et je pense que ça peut être intéressant d'en aborder certaines, parce que je vois qu'il y a certaines idées reçues sur la morphologie qui, je pense, doivent être brisées, parce que, du coup, certaines personnes, je pense, se mettent des limites à elles-mêmes, alors qu'il n'y a pas lieu de se mettre des limites comme ça. Parce que c'est le fameux ouais, j'ai un muscle court, il prendra jamais, il se développera jamais, et donc du coup, fin du game pour le muscle en question. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, peu importe votre morphologie, peu importe vos leviers, peu importe votre longueur musculaire, vous trouverez toujours des solutions pour les développer. Et même si vous aimez ce podcast, c'est parce que vous savez aussi optimiser les choses et que vous voulez essayer de chercher à comprendre comment bien se développer. Oui, c'est ça. Et puis, un muscle court n'est pas nécessairement un point faible. Tout à fait. C'est ça qu'il faut aussi bien comprendre. Il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte. Le segment sur lequel il va se trouver, donc le segment osseux sur lequel il va se trouver, la compétition qu'il va avoir avec les autres groupes musculaires, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et en plus de ça, en fait, la plupart, il y a beaucoup de gens qui se disent « Putain, j'ai les pecs courts, j'arriverai jamais à prendre des pecs ». Et en fait, le constat de base, déjà, il est pas bon parce que il faut pas regarder que la longueur musculaire. Mais en plus de ça, la plupart des gens qui disent ça n'ont pas forcément les pecs courts. Donc il y a déjà un problème dans l'analyse de base. Et du coup, le mec, il se dit, vas-y, de toute façon, c'est foutu, j'aurai jamais de pecs. Et en gros, il se trouve une excuse, parce que c'est toujours plus simple de trouver une excuse que voilà, de remettre en question son entraînement ou autre. Et en gros, il part du principe qu'il n'aura pas de pecs, juste parce qu'au final, la façon dont il s'entraîne n'est pas la bonne. Alors qu'il a une morphologie qui, dans des rares cas, mais ça arrive, l'avantage même pour les pectoraux. Mais ça peut être intéressant. Mais on commence à parler dessus et c'est pas le sujet du podcast. Ouais, Mais exactement. On va y venir un petit peu avec les mollets à la fin parce que forcément, on n'a pas été très gâtés. Enfin, je parle pour mon cas pour la génétique des mollets. Mais pour autant, je me trouve pas d'excuses et je fais le maximum pour faire ce qu'il faut. ouais, c'est vrai, on a des longs tibias tous les deux, etc. Mais on en parlera, je pense, ce spécial morpho. On pourra Ah peut-être yes, faire, très bonne idée. Ouais. un spécial morpho. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Et c'est là, Denis, où il faut dire, dites-nous en commentaire si vous voulez un podcast spécial morpho. Et Rémi, t'es devenu tellement chaud pour le référencement. Ah, il y a 4-5 podcasts, j'étais mauvais. Voilà, Et là, je t'es bien pense à là. ça. T'es bien. Mais avant d'attaquer sur nos questions, mon frère, on va faire le légendaire récap sur nos semaines, enfin légendaire, notre habituel plutôt, récap sur nos semaines. Et comme d'habitude, honneur aux femmes. Avec toi, ma sœur, je te laisse commencer. Bien sûr, ce running gag ne nous lâchera jamais. Écoutez, non, tout va très très bien. Deuxième semaine après une petite semaine de délo, donc ça va bien, ça va très très bien. Là, juste ce qui me peine un peu, c'est mes steps. C'est mes steps, d'ailleurs, vous le voyez pour ceux qui nous voient en vidéo, mais j'ai les cheveux encore un peu mouillés parce que
J'ai été marcher juste avant et je me suis pris une espèce de rincée parce que jeudi 1er juin, il pleut, mais de manière orageuse, donc c'est par intermittence. Et quand ça tombe, ça tombe. Et bien sûr, bah, faut pas se trouver dehors à ce moment-là. Et bien sûr, bah, j'en ai fait les frais. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux mes steps. Est-ce que je l'ai fait? Enfin, du moins, est-ce que j'atteins ce que je me suis fixé? Non. Mais pour autant, est-ce que c'est grave? Non. Pourquoi? Parce que je vais m'arranger pour compenser sur les prochains jours qui arrivent. Et puis, c'est pas une fatalité si on n'arrive pas à faire tous ces steps. Une semaine dans sa vie, c'est pas très grave. Et je suis pas là dans l'optique de préparer une compétition. Je suis pas là dans un objectif de faire absolument les 10 000 pas bien précis. Si j'en fais plus, c'est très bien. Si j'en fais un peu moins, c'est pas grave. Si je les atteins pas totalement, comme aujourd'hui où j'ai quasiment la moitié de mes steps, voilà, généralement jour off, j'aime bien monter à 15K. Bon voilà, là je suis aux alentours des 8 000. Mais écoute, c'est pas grave, c'est fait et c'est déjà bien. Donc il faut toujours relativiser dans ces moments-là. Donc tous ceux qui sont dans un objectif d'atteindre des objectifs en pas, en calories, etc. Dites-vous que c'est toujours la moyenne qui prédomine. Donc si vous ne les avez pas le jour J, vous les aurez sur les prochains jours. Et si vous ne les avez pas dans les prochains jours, c'est pas grave. Il y aura toujours cette moyenne qui lissera bien votre dépense si on parle des pas et on parlera des calories si on parle justement de l'aspect nutritionnel. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Voilà, un bon début de semaine. Donc on est jeudi, donc on est plutôt en milieu de semaine. Je me perds un peu dans les jours, mais ça va très bien en tout cas. Demain, deuxième leg day de la semaine. Hâte d'y aller. Donc ça veut dire que la hargne est bien là, l'énergie est bien présente et j'ai hâte voilà, de me dégommer sur le pendulum. C'est assez intéressant ce que tu dis, le fait de lisser, etc. C'est vrai que la plupart des gens ont tendance à se focaliser toujours sur le court terme, tu sais, et en gros, c'est la catastrophe s'ils font un cheat sur la semaine, qu'ils explosent leurs calories, c'est la catastrophe s'ils n'arrivent pas à atteindre leur step un jour. Bah, c'est pas grave, tu lisses sur la semaine, et même si, je sais pas, sur une semaine, t'as un truc, genre c'est ton anniversaire, du coup, tu fais ton anniv avec ta copine, après tu fais ton anniv avec tes potes et tu fais ton anniv avec ta famille la même semaine, ça peut arriver. Bah, c'est sûr que tu vas faire 3 cheats la même semaine, donc là ça va être compliqué pour lisser sur la semaine. Bah, tu t'en fous, tu lisses sur le mois. Voilà. Donc voilà, ne vous enfermez pas, voyez toujours sur le long terme et vous pourrez toujours lisser en fait sur une longue période parce qu'au final, ce qu'il faut, c'est voilà, que sur toutes tes années où tu vas pratiquer ce sport, il faut qu'à la fin, bah, tu aies passé plus de jours où tu atteins tes objectifs que de jours où tu n'as pas atteint tes objectifs. Sachant que, bah, vu comme là, tu fais de la muscu pour une période indéterminée, bah, honnêtement, ta capacité à lisser tes calories, à lisser tes steps, etc., bah, crois-moi, elle est un peu infinie et tu pourras toujours te rattraper dans le futur. Donc ne te prends pas forcément la tête. Après, c'est pas non plus l'excuse pour dire oui, bon, bah, c'est bon, je fais pas ce soir, je rattraperai les autres jours. Mais il y a beaucoup de personnes qui voilà, se disent oh mon Dieu, j'ai tout foutu en l'air parce que j'ai cheaté, oh mon Dieu, j'ai tout foutu en l'air parce que voilà, j'ai pas fait mes steps. Bah, c'est pas très grave. Là, je sais que j'ai certains de mes suivis qui étaient en semaine d'examen, ce genre de choses. Du coup, au Oui. niveau des steps, bah, c'était compliqué. Même niveau training, c'était compliqué. Du coup, ça fait que bah, c'est pas très grave. Il y a un peu moins d'entraînement sur la semaine, voire pas du tout. Il y a moins de steps parce que la priorité, elle est ailleurs. Mais c'est bon, enfin, les examens, c'est une semaine. Hop, ça passe. En plus, c'est une période qui est très stressante. Donc, tu n'as peut-être pas forcément la tête à du coup aller t'entraîner. Et puis même, si tu fais un leg day avant d'aller en examen, par exemple, bah, tu vas pas arriver très frais pour, pour tes Oui. examens. Donc, honnêtement, il ne faut pas forcément se prendre la tête. Et c'est pas parce que voilà, vous ne faites pas sur une semaine ou sur un jour, etc. Parce que là, on arrive proche de l'été aussi. Donc, il va y avoir les départs en vacances. Donc ne vous prenez pas la tête avec ça. Vous comptez pas arrêter la muscu demain, donc vous avez encore plein de possibilités de vous rattraper dans le futur. Exactement. Entre voilà, là, la période d'examen pour certains. Le mois de mai où on s'est tapé plein de jours fériés, les salles de sport fermées, et puis bah, c'est l'occasion, week-end de 3 jours, donc certains partent en vacances avec leur famille, avec leur chérie, etc. Oui, c'est sûr que là, le mois de mai, il y a certains de mes suivis, je leur fais des petits clins d'œil aussi, où bah, ils n'ont pas apprécié parce que c'était un petit peu chaotique, même si le chaotique, c'est pas forcément le mot, le terme, c'est juste bah, qu'ils n'ont pas pu faire tout comme ils voulaient. Mais c'est pas grave, on relativise. Vous avez pu quand même d'abord vous entraîner, vous n'avez pas rien fait. Vous avez quand même pu marcher, vous avez quand même pu manger, et vous avez pu quand même prendre
du temps pour vous, prendre plaisir à faire autre chose. Et ça, c'est très très bien aussi pour la tête. On passe à ton débrief, mon 2-2. Ouais, ouais, pas de souci. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ma semaine d'intéressant? Ah oui, alors très intéressant. J'ai explosé mon lit cette nuit. Voilà. J'ai... Non, mais Seul, parce qu'après, voilà, ça va être. oui, oui, c'est vrai, faut le préciser. Non, j'ai traversé mon lit, j'ai deux lattes qui ont lâché pendant la nuit. Alors, c'est assez drôle parce que du coup, donc, il m'a tenu, j'étais monté à 120 kilos, il tenait très bien et j'ai jamais été aussi léger de ma vie. Et là, il a décidé de lâcher. Donc, c'est pas très grave, j'ai réparé ça, etc. Euh, là où je veux en venir, c'est surtout sur le fait que du coup, je n'ai jamais été aussi léger. Et c'est assez intéressant parce que du coup, la perception de mon physique est assez différente et je me prends du coup des petites réflexions. Alors, j'ai toujours eu certaines réflexions, mais en fait, il faut voir aussi comment les gérer. Et c'est assez intéressant dans le sens où vous pouvez vraiment vous sentir mal parce que quelqu'un vous a dit que vous étiez maigre, et au contraire, vous pouvez vous sentir très bien parce que quelqu'un vous a dit que vous étiez très balèze. Et par exemple, moi, ça m'est arrivé début de semaine. Donc, il y a des personnes qui m'ont dit, dis donc, t'as vachement maigri, etc. T'as arrêté de t'entraîner, etc. Alors, pour remettre du contexte, j'ai également ma blessure à l'épaule qui m'empêche, donc ça fait depuis septembre que j'ai pas fait un mouvement pour les pecs, un mouvement pour les épaules, et pour les bras, j'ai dû faire 3 séries. Donc, forcément, il y a quand même eu une perte importante de masse musculaire, j'en suis conscient, mais bon, c'est pas très grave. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Et ouais, ça m'a un peu touché. Et à côté de ça, du coup, je suis en déficit. Donc forcément, je perds du gras et mes muscles ressortent beaucoup plus. Et mes veines aussi ressortent beaucoup plus. Et c'est vrai que, bon, on m'avait dit ça, on m'avait dit, ouais, t'es maigre, etc. T'as arrêté la muscu. Et il y en a d'autres aussi qui m'avaient dit à peu près, c'était à peu près le même discours à quelque chose près avant. Et du coup, je m'étais dit, merde, ça m'avait un peu affecté quand même, pourtant, moi qui suis en dehors de tout ça. Et donc, à côté, je suis suivi par une équipe de professionnels pour mon épaule, donc j'ai kiné du sport, etc. Et donc, j'ai mon kiné lundi. Donc, on fait vachement de massage, etc. sur l'épaule pour la rééducation. Et du coup, il me dit, bah vas-y, enlève ton t-shirt, on va faire des massages, machin et tout. Et j'enlève mon t-shirt et il me dit, putain, t'as grave pris là depuis la dernière fois. Je l'avais vu la semaine d'avant, hein. Mais il m'a fait cette réflexion. Pourquoi? Honnêtement, je sais pas. C'est vrai que ce jour-là, j'avais particulièrement les veines qui ressortaient et du coup, je commence à strier pas mal sur les pectoraux, etc., sur les Oui, vous voulez le épaules. pécho, hein. Ou il voulait peut-être me pécho. C'est comme ça que mon lit a fini cassé. Allez, tiens, c'est toi qui t'attires les foudres tout seul. Mais du coup, voilà, donc j'avais du coup des stries partout. Il m'a dit, putain, t'as pris? Je lui dis, bah non. Et en fait, c'est ouf parce que à 2 jours d'intervalle, on m'avait dit les exacts opposés. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent. Et je vois, quand je tournais, j'avais fait une série de vidéos, un format vidéo aussi, qui reviendra très certainement dans quelques temps, où je tournais des vidéos en salle et j'expliquais des exécutions de mouvements, des drop sets mécaniques, pourquoi je faisais ci, etc. Et ce qui est ouf, c'est que j'avais tourné plusieurs, parce que en fait, j'avais un jour de tournage, et sur ce jour de tournage, voilà, je fais 5 à 10 vidéos, et ensuite sur les 5 à 10 vidéos, je garde en général 3 ou 4 vidéos, et j'en publie 2. Voilà, voilà comment ça se passe pour la création de contenu. Mais en gros, j'avais 2 vidéos qui avaient été faites le même jour, et il y a une vidéo, celle du crunch à la poulie, vous pouvez les voir dans les commentaires. J'étais un peu de biais par rapport à la poulie dans un t-shirt oversize. Et les gens m'ont dit dans les commentaires, putain, mais t'es vachement tanké en fait, t'es énorme, t'es balèze et tout. Et donc là, j'étais bien, quoi. J'étais bien. Voilà, je dis merci, mais ça fait toujours plaisir. Et du coup, j'avais également fait une autre vidéo où je montrais, je crois que c'était l'arrière d'épaule, ou je sais plus quel autre mouvement. Et j'étais de face avec une lumière différente. Et dans les commentaires, c'était putain, mais t'es tout kios en fait, t'es pas du tout musclé, mec, t'es sûr que tes conseils ils fonctionnent, etc. Et en fait, ça avait été tourné le même jour, sauf que c'était avec un angle différent, une lumière différente, etc. Et au final, ce que je veux dire par là, c'est ne vous laissez pas affecter par les remarques
que l'on va vous dire, parce qu'en fonction de la personne, en fonction de la perception de la personne, en fonction de comment vous vous trouvez aussi, si vous avez une bonne lumière, si vous avez un bon angle, etc., tout ça va fausser les choses. Et en fait, vous pouvez vous retrouver dans un bad mood à vous dire putain, fais chier, je suis maigre, etc., je me sens pas bien, juste parce que quelqu'un vous a dit quelque chose, alors que ça se trouve, si ça avait été quelqu'un d'autre, il vous aurait pu vous dire une remarque totalement inverse, l'inverse, le contraire, vous dire putain, mec, t'es un bête de physique, j'aimerais trop être comme toi. Et en fait, ça vous aurait mis dans un mood totalement inverse. Donc, honnêtement, c'est vrai que moi, j'ai quand même pas mal de distance sur ça. Donc, ça m'affecte peu. En revanche, moi, je me prends, en fait, c'est le nombre surtout que je me prends. C'est-à-dire que quand il y a 20 personnes dans les commentaires qui te disent ouais, t'es un enfoiré de skinny fat, etc., retourne, je sais pas où avec tes conseils de merde, tes tout kiosques, etc., bon, au bout d'un moment, ça peut quand même un peu affecter. Mais je me dis, pour la personne qui a quand même un peu moins de recul que moi et un peu moins de résistance que moi, bah, ça peut quand même affecter très, très, très fort. Et ce que je veux dire par là, c'est que bah, si tu écoutes ce podcast, que des gens te font des remarques négatives, etc., ne les prends pas forcément mal, ne te laisse pas forcément affecter par ça, parce qu'il y aura forcément quelqu'un sur cette terre, ou enfin pas une personne, mais forcément plein de personnes qui, elles, penseront le contraire. Et du coup, eh bien, si c'était elle qui t'avait fait la remarque, eh bien, ça serait tout de suite passé beaucoup mieux. Donc, voilà, ne te laisse pas forcément affecter par les choses, parce que, eh bien, parfois, il faut juste suivre ton plan, faire comme toi tu l'entends, et ne pas t'occuper forcément des autres. Puis de toute façon aussi, c'est un peu notre ligne de conduite. Nous, bien sûr que le physique, ça serait hypocrite de dire que le physique ne nous intéresse pas, parce qu'on fait quand même de la musculation et on cherche quand même à développer notre corps, mais on est quand même bien plus attiré par les connaissances, la recherche de l'éducation à la musculation, plutôt que être intéressé par le physique d'un tel ou d'un tel. On l'a déjà dit dans ce podcast, pardon, le physique des influenceurs, la comparaison à d'autres personnes du feed game, en gros, ça nous intéresse pas. On est avant tout ici pour être une meilleure version de soi-même. Enfin, je veux dire, ça c'est bateau à dire, mais c'est vraiment, il n'y a pas plus vrai. Adhérence à la programmation, à augmentation de nos connaissances, et après le physique qui suivra, de toute façon, ça va de pair. Mm. Non, mais c'est sûr hein, que beaucoup s'entraînent pour le physique. Personnellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est que je puisse m'entraîner. Au final, moi, ce que j'aime, c'est l'entraînement. Si je peux, en fait, je l'ai déjà dit, mais peu importe, même si je n'avais pas de résultat, ce que j'aime vraiment, c'est l'entraînement, chercher les choses, et justement le fait que bah, j'ai pas forcément enfin, que j'ai mis longtemps avant d'avoir de bons résultats, que j'ai dû m'intéresser en fait à comment faire pour avoir des résultats. Je pense que c'est ça aussi qui a augmenté ma passion pour les choses. On va pas se le cacher que bah, si tu as des facilités pour prendre du muscle, tu n'as pas forcément besoin de t'intéresser à la musculation plus que ça. Voilà, tu fais juste développé couché, squat, soulevé de terre, un peu de traction, un peu de développé militaire, puis tu prends du muscle. Quand tu es comme ça, en fait, tu n'as pas besoin de te faire chier à connaître voilà, quelle portion de ton grand dorsal va être recrutée lorsque tu vas faire ton tirage vertical. Mais en fait, c'est que moins tu es, j'allais dire gifté, mais c'est moins tu es avantagé d'un point de vue de la génétique, et plus tu devras en fait t'intéresser à la musculation, et plus du coup tu vas développer une passion pour la musculation, plus aussi tu vas te détacher du résultat, parce que tu vas comprendre eh bien que bah, la musculation, voilà, toi, tu n'es pas forcément gifté, mais tu sais pourquoi tu le fais maintenant, etc. Ça va t'apprendre la patience. Alors que la personne qui, elle, ne prend du muscle assez facilement, bah, au final, elle ne va pas développer tout ça. Elle n'aura pas forcément une passion folle pour la musculation. Elle ne va pas se faire chier voilà, avec la diète, avec l'entraînement. Et au final, sur le long terme, bah, tu auras forcément des meilleurs résultats qu'elle, parce que bah, elle va forcément finir par arrêter un jour, dans le sens où bah, elle n'a pas développé cette passion, elle n'a pas plus accroché que ça. Alors que toi, en fait, bah, finalement, ce qui va se passer, c'est que tu vas aimer le processus, tu vas apprendre à améliorer tes connaissances, tu vas vraiment tomber amoureux de la muscu,
et tu vas le faire sur le long terme parce que tu comprends que toi, tu n'as pas le choix que d'appliquer les choses sur le long terme pour pouvoir progresser. Et au final, c'est ça, tu sais, c'est un peu le lièvre et la tortue. Sauf que le lièvre, c'est le pratiquant qui n'a pas vraiment de problème. Et toi, tu es la tortue. Et sauf que le lièvre, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'arrêter au milieu de la course, voire même il va repartir dans l'autre sens, pendant que toi, tu continues d'avancer progressivement. Et du coup, forcément, au bout d'un moment, tu le doubles. Ouais. Première comparaison dans ce podcast, et elle est signée encore Denis Gallois. Bravo. Non, et petit fun fact aussi, parce que les personnes aussi qui vous font ce genre de remarques, des fois leur avis il peut être un peu biaisé. Et je veux faire la parenthèse avec notre chère et tendre mère qui, quand j'étais au plus haut de ma prise de masse, m'a dit, donc quand j'étais aux alentours des 110 kilos, dis donc Rémi, t'aurais pas perdu un peu des joues là quand même? Alors que j'avais atteint vraiment le poids le plus haut possible et jamais enregistré. Et mais là, le petit, dis donc Rémi, tes joues là. Donc c'est pour dire, des fois, les gens qui vous font des remarques, elles ne savent pas vraiment tout le travail qu'il y a derrière, tout ce que vous avez fait en amont, etc. Donc voilà, prenez ça avec des pincettes et surtout prenez beaucoup de distance avec tout ça. Ouais, après, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire que Rémi, c'est le fils préféré. Mais Donc, non, donc pas notre dans le mère, podcast. elle s'inquiète toujours qu'il mange suffisamment. Donc c'est sûr que Rémi pourrait faire 150 kilos, 60% de body fat. Elle lui dirait, dis donc Rémi, t'as perdu des joues? De toute façon, c'est toujours comme ça. Non. Il y a toujours un préféré dans la famille. Là, c'est Rémi. Rémi, c'est très simple. Il pourrait chier sur la table, que notre mère, elle lui ferait des bisous, elle lui dirait, c'est bien mon petit Rémi, c'est bien. Vrai. N'écoutez pas, c'est juste par simple jalousie. C'est tout simplement ça. Bah oui, moi j'aurais voulu être le fils Non, préféré, c'est pas vrai. c'est de la jalousie pure et Non, dure. non, non. Elle est totalement égalitaire sur ça. Oui, oui, c'est ce que tu dis pour garder ta place de préféré. Bon, présente-nous plutôt ton dernier repas, là, au lieu de digresser sur notre chère et tendre mère. Alors oui, pour les repas. Alors au niveau des repas, je vais... Tu sais, la dernière fois, j'avais fait déjà le point inflation. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai partagé du pot-au-feu à 2,50 € le kilo. Ouais, l'os de pot-au-feu, ouais, j'ai vu. Non, c'est pas l'os, c'est la viande de pot-au-feu. Ah ouais, tu vois, j'étais persuadé que c'était l'os. Mais c'est la viande de pot-au-feu. En fait, Ouais, mais c'est pas cher, le pot-au-feu. Mais là, par contre, 3 balles, c'est vrai qu'il était pas cher. En fait, si vous voulez, c'est qu'il y a des saisons pour les plats. C'est-à-dire que l'hiver, en général, on mange plutôt du bourguignon, du pot-au-feu, etc. Donc les prix sont forcément un peu plus chers. Et en général, tout ce qui va être truc à barbecue, ça va être moins cher. Et l'été, forcément, c'est l'inverse. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une baisse des prix du pot-au-feu, une baisse des prix du bourguignon, etc. etc. Et c'est là où c'est intéressant pour les personnes qui n'ont pas de budget. Et c'est ouf le nombre de réponses à mes stories que j'ai eues en mode mais c'est où? C'est quel magasin, s'il te plaît? Donne-moi l'endroit et tout. Et frérot, c'est le Super U de mon coin. Mais c'est pas juste mon Super U. Tu vas tu vas à Leclerc, tu vas n'importe où, tu auras quasiment les mêmes prix. Ça se trouve peut-être même moins cher. Et c'est juste que, encore une fois, je vais me répéter parce que les gens vont penser que j'aime vraiment pas le riz poulet, mais si tu t'arrêtes juste au rayon poulet, c'est sûr que tu vas pas trouver les occasions comme ça. Et là, pour faire le point inflation, parce qu'au final, le point repas, ça se transforme en point, inflation avec les bons plans pour les courses. Là, cette semaine, en viande, j'ai acheté une cuisse de dinde encore. Les cuisses de dinde sont vraiment pas chères, c'est 6,90 le kilo. Le pot-au-feu à 2,50 € le kilo, sachant qu'il faut savoir que forcément, il y a un peu d'os sur le pot-au-feu, C'est mais le meilleur. vous pouvez toujours choisir vos morceaux, et j'ai pris des morceaux où genre il y a plus de 80%, c'est de la viande. Donc voilà, ça reste quand même intéressant, même à 2,50 € le kilo. Vous pouvez y aller, vous pouvez prendre 5 kilos, vous ne serez pas déçus, vous allez avoir mangé pour 2 semaines. Hein. J'ai pris du bourguignon, forcément. Il y avait de la blanquette de veau aussi qui était à 9,90 € le kilo. J'en ai pris 2,5 kg. J'ai pris du foie. Et le foie, du coup, le foie était 8 € le kilo, je crois. Le foie, je trouvais pas mal monté. Mais honnêtement, voilà, il n'y a rien qui était au-dessus des 10 € le kilo dans ce que j'ai acheté. Et le poulet, pour comparaison, il était à genre, je sais plus, 13 ou 15 €, un truc comme ça. De toute façon, j'avoue, je vais pas regarder à chaque fois. Mais ça reste très, très avantageux. Et le nombre de réponses que j'ai eues à cette story en mode, c'est où est-ce que tu as trouvé ça? Introuvable chez moi. Il y en a même, ils m'ont dit, c'est dans quel pays?
Ouais, Mais bah, tu vas faire tes courses dans un autre pays, ça se trouve. Tu nous dis pas ouais, tout. c'est ça. Non, mais le truc, c'est que honnêtement, je partage des bons plans et en fait, c'est sous vos yeux. Tu as le choix en fait d'acheter ton poulet à 15 balles ou d'acheter voilà, d'autres viandes un peu moins chères. Honnêtement, la blanquette de veau, c'est excellent, etc. Alors après, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais c'est gras le pot-au-feu. Ah bah oui, c'est sûr, c'est un peu plus gras que le poulet. Mais bon, si tu traques tes calories, honnêtement, tu le fais passer tranquillement dans ta diète. Et même pour la personne, tu vois, qui est en prise de masse, qui a du mal à prendre du poids, bah, remplacer son poulet par du pot-au-feu, ça peut lui Ah, bah, faire une augmentation très facile de son total calorique et ça peut l'aider justement à manger plus facilement. Donc, euh, donc non, mais j'étais assez surpris. J'étais assez surpris. Il y a des gens aussi qui m'ont pas cru. Il y a des gens qui m'ont pas cru. Mais en fait, il y a ce truc du la viande, ça coûte cher. J'ai envie de dire pas forcément si tu sais comment la choisir. C'est juste ça. je suis bien d'accord, ouais. C'est vrai que là, moi, j'ai pas de bon plan à partager. Juste, mais ce que j'achète régulièrement, et on a déjà parlé dans le podcast, c'est les hauts de cuisse. Les hauts de cuisse, c'est pas cher. On est à moins de 10 euros le kilo. Et en gros, sur votre poulet, vous avez bien sûr les filets de poulet, mais sur un poulet, vous en avez que deux. Et après, bah, vous avez les hauts de cuisse et les cuisses de poulet. Et en fait, vu comme il y a une surconsommation de filets de poulet, on se retrouve avec le reste des bouts sur la carcasse qui sont vendus moins cher. Donc les hauts de cuisse, les cuisses de poulet et les abats aussi qu'on retrouve du poulet. Et donc c'est intéressant de s'intéresser à ça puisqu'elles sont vendues bien moins cher. Donc j'ai plus le prix en tête et voilà, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais les hauts de cuisse et les cuisses de poulet, vous pouvez en trouver pour moins de 10 euros. Alors comme dit Denis, bien sûr, c'est un peu plus gras, mais c'est bien mieux de manger de temps en temps ce genre d'aliments. Et après, bah, vous réglez vos calories, bien sûr. Vous avez un aliment qui est un peu plus gras, bah, vous diminuez un petit peu une autre source. Par exemple, voilà, votre fameux riz, si vous voulez en manger avec ça, bah, vous le diminuez. Et puis bah, après, vous êtes à l'équilibre comme sur n'importe quel autre repas. Petit point aussi, il y a Monstro qui avait partagé donc plusieurs astuces dans le dernier podcast. Les astuces de Monstro, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait partagé du coup donc son poulet qui coupait lui-même, etc., qui désossait lui-même et qui congelait pour moins cher. Il avait partagé aussi l'astuce du to go to go, to Oui, good to go. tout C'est le pas monde. facile à dire. Et j'ai un de mes suivis qui récemment m'a fait un retour. Il m'a dit bah, j'ai écouté le Génial. podcast et du coup j'ai été chercher mon to go to go. Et du coup, donc je sais que Monstro écoute ce podcast, donc merci à toi Monstro pour l'astuce. Et du coup, je la remets au goût du jour pour ceux qui n'auraient pas écouté le podcast. Mais du coup, l'application s'appelle Too Go To Go et vous avez juste à la télécharger et vous pouvez récupérer des paniers alimentaires en supermarché avec, ça peut y avoir de la viande, des fruits, etc. C'est que des dates courtes et vous pouvez, voilà, le prix est bradé et comme ça, vous pouvez manger pour pas cher. Autre application aussi, là, c'est que ça me fait penser à l'appli Too Good To Go. Il y a l'application Decathlon Coach, enfin on en a parlé bah, tout à l'heure, où justement vous avez juste à vous enregistrer et ça va traquer vos pas comme n'importe quelle application qui comptabilise vos pas. Mais par contre, bah, ça va vous faire une petite cagnotte et vous allez pouvoir avoir des bons d'achat chez Decathlon. Et on m'a partagé l'info dans la matinée justement, où on m'expliquait qu'il avait eu un bon d'achat de 20 euros. Alors voilà, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, je vous partage l'info, mais en tout cas, ça avait l'air de fonctionner comme n'importe quelle autre application pour calculer vos pas. On connaît l'application WeWard, on avait déjà parlé dans ce podcast. Ça permet d'avoir une petite cagnotte. Bon, bien sûr, c'est pas grand-chose, mais ça permet de rentabiliser les pas. Mais voilà, l'application Decathlon Coach vous permet du coup d'avoir une petite cagnotte chez Decathlon et d'obtenir des bons d'achat de temps en temps. Ok, Voilà, intéressant. c'était le point inflation et bon plan. Ouais, bien, que des bons plans dans ce podcast, hein. Que des bons Voilà. plans. Je pense qu'on a fait un peu le tour, mon frère. Tu nous as donné quelques petits tips aussi. On va pouvoir enchaîner avec la fameuse première question. Ouais. La méthode Heavy Duty et qu'est-ce qu'on en pense? Mon frère, je te laisse commencer. Ouais, bah, je vais ouvrir le bal. Donc la méthode Heavy Duty, c'est une méthode qui a créé, popularisé, je ne saurais même pas exactement dire, il faudra que tu me corriges Denis, par Mike Menzer.
Et après, ça a été repris par d'autres grands body, notamment Dorian Yates. Et après, voilà, ça a été repris par encore d'autres body. Et aujourd'hui, voilà, on relance un petit peu cette méthode. Il y a quand même pas mal de liens aussi avec notre façon de nous entraîner aujourd'hui, avec les fameux top set, back-off, cette fameuse proximité à l'échec musculaire. Il y a des liens, etc. Mais par contre, je sais pas si je commence par le mais tout de suite, pour dire que je vais le faire dans les grandes lignes parce qu'on va rebondir, toi et moi, Denis. Peut-être expliquer un peu mieux ce qu'est la méthode Heavy Duty. En fait, la méthode Heavy Duty consiste, si vous voulez, à maximiser un peu les gains musculaires en passant le moins de temps possible à la salle. En fait, ça se repose un peu sur... c'est un peu comme la personne qui voudrait bronzer et qui du coup s'exposerait au soleil pour ça. En gros, si tu veux bronzer et que tu vas dehors, que tu t'exposes et qu'il y a des nuages, ça ne va pas bien fonctionner. Tu ne vas pas réussir à bronzer. Là, c'est un peu la personne qui s'entraînerait et qui ne mettrait pas beaucoup d'intensité, ferait plein de séries, etc. Ça ne marcherait pas bien. Ensuite, la personne qui veut bronzer, elle peut aller dehors quand il y a un peu de soleil et des nuages. Elle va réussir à bronzer, mais elle va devoir passer très longtemps en fait dehors pour avoir le même résultat. Pour avoir un peu de bronzage, elle va devoir par exemple passer, je sais pas, toute son après-midi dehors. Là, c'est le pratiquant qui s'entraînerait de façon un peu plus intensive, mais qui n'optimiserait pas forcément toutes les choses, etc. Et il y a enfin une dernière possibilité, c'est le giga cagnard. Il n'y a pas un pet de nuage. À ce moment-là, si tu veux bronzer, tu n'as besoin que de t'exposer pendant genre 10-20 minutes et c'est bon. Alors bien sûr, vous avez compris un peu avec l'analogie de la muscu, mais ça se représente comme ça. Et du coup, la méthode Heavy Duty, c'est plutôt on cherche à du coup, s'exposer au soleil sur une période la plus courte possible. Et ce qu'on va chercher aussi, c'est pas forcément à choper un coup de soleil, pas à se brûler, mais à obtenir notre résultat qui est du coup de bronzer. Et donc c'est un peu ça. Mike Menzer, sa philosophie, c'était pourquoi ils passent tous 4 heures à la salle par jour, il y en a qui s'entraînent 2 heures par jour, moi j'ai les mêmes résultats alors que je m'entraîne une fois par semaine pendant 2 heures. Voilà en gros comment c'est. Et du coup, la méthode est popularisée à nouveau aujourd'hui avec justement l'intensité qui est de plus en plus mise en avant et on est les premiers à mettre en avant cette intensité dans le sens où on l'a déjà dit plusieurs fois, mais si tu t'entraînes vraiment dur, tu ne peux pas faire 4 ou 5 séries. Et du coup, la méthode, le heavy duty, ça consiste en fait à avoir une grosse intensité, c'est-à-dire une série où tu vas donner le maximum de l'intensité possible. Et en gros, tu vas avoir la stimulation maximale via cette série unique et tu vas faire ça sur tous tes exos. Donc en gros, au lieu de faire 5 exercices, 4 séries par exercice, etc., tu vas faire tes 5 exos, même parfois un peu moins, et tu vas faire une série par exercice. Sauf que ta série, tu vas tout donner. Exactement. Alors, et même ça va au-delà du simple fait de faire une série à l'échec, c'est que après ça peut dépasser aussi, on va dire, l'échec musculaire. On va après, comment dire, participer en allant faire des répétitions trichées, des répétitions aidées, des drop sets, etc. Enfin, vraiment, c'est aller au bout du bout du bout de ce qui est possible sur un exercice, sur une série de travail. Donc c'est une méthode parmi tant d'autres, ça on en reparlera, mais il existe plein de façons de faire pour se développer, créer du muscle, etc. La méthode Heavy Duty en fait partie. Et après, plutôt, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode parfaite, il y en a plusieurs, à vous de trouver celle qui vous correspond le plus. Pourquoi la méthode Heavy Duty est bien? Parce qu'elle se rapproche de l'échec musculaire. Mais est-ce que cette façon de s'entraîner correspond à tout le monde? Est-ce qu'une personne ne préférera pas plutôt avoir un peu plus d'exercice avec un peu plus de volume parce qu'elle n'est pas encore en mesure d'être proche de l'échec musculaire? Parce qu'on l'a déjà dit aussi dans ce podcast, l'apprentissage, enfin la proximité à l'échec musculaire, ça s'apprend. C'est un apprentissage. On ne peut pas, avec quelques mois de pratique dans la musculation, être à 0 RIR comme on le prône ici. Ça s'apprend et voilà, il faut apprendre et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc la méthode Heavy Duty, c'est peut-être une méthode très spécifique qui peut être dédiée qu'à certaines personnes. Je te laisse continuer, Denis, parce que sinon je vais partir encore un peu plus loin.
Ouais, moi je pense qu'on aurait pu faire les avantages et les inconvénients de la méthode. Ok. Ça peut être un peu mieux et peut-être un peu mieux cadré, Bah, dans le là, sens. j'ai donné un avantage, donc cette fameuse proximité à l'échec musculaire, et un inconvénient, c'est pas the méthode, c'est pas la méthode pour tout pratiquant. Alors, ouais, c'est vrai que s'entraîner avec une proximité de l'échec euh, la plus courte possible, c'est-à-dire que plus vous allez être proche de l'échec, et plus du coup vous allez avoir une stimulation musculaire qui va être importante. C'est pour ça en fait que la méthode se base sur ça, c'est-à-dire que si tu vas à l'échec sur une série, tu es sûr d'avoir la stimulation maximale Mm. sur cette série. Et ça, c'est quelque chose qu'on met en avant avec Rémi. C'est pour ça que nous, on est vraiment aussi dans cette optique zéro RIR, sachant que, pour ceux qui ne le savent pas, mais il y a une différence entre l'échec et le zéro RIR. Bien sûr. C'est-à-dire que l'échec va être quand la barre ne monte plus. Le zéro RIR va être la fin de la série quand on sait que derrière, on n'a plus de répétition. C'est-à-dire que le zéro RIR, c'est une façon, j'allais dire plus intelligente, mais ça peut être connoté négativement, Oui, oui. mais plus safe de s'entraîner. Dans le sens où si on prend un développé couché, l'échec au développé couché, c'est lorsque tu vas rester coincé sous la barre. Le zéro RIR, c'est lorsque tu vas faire ta dernière répétition, qu'elle va monter tout doucement et que ensuite, eh bien, tu sais que si tu repars, tu ne vas pas la monter. Donc, du coup, tu la reloques. Mais il y a une différence. Il y a une différence. Donc, effectivement, le zéro RIR, si vous voulez, c'est l'intensité mieux pensée. C'est l'intensité intelligente. C'est l'intensité avec moins de risque de blessure. C'est pour ça aussi que on parle tout le temps du ratio bénéfice-risque, etc. avec Rémi dans ce podcast. C'est parce que le zéro RIR, c'est euh, la façon la plus adéquate d'avoir le maximum de bénéfices et le minimum de risques. Voilà, déjà, il y a une différence ici. Donc, plus on se rapproche de cet échec, plus on a une stimulation musculaire qui est importante. L'avantage de cette méthode, c'est qu'effectivement, elle va pousser la personne à, du coup, aller à l'échec. Donc, c'est bien parce qu'on sait aujourd'hui que la plupart des gens ne s'entraînent pas avec suffisamment d'intensité. La plupart des gens gardent beaucoup trop de répétitions de réserve. La plupart des gens ont 5, 10 RIR. C'est quelque chose de fréquent. Vous avez juste à regarder autour de vous et vous vous rendrez compte que eh bien, c'est le cas. En plus de ça, il y a aussi quelque chose, c'est que nous-mêmes, notre perception de l'échec évolue. Je vais prendre mon cas personnel, c'est-à-dire que si je regarde une vidéo de moi 6 mois en arrière, je me dirais, putain, mais je pouvais faire encore des reps. Il y a pas si longtemps, je suis retombé sur beaucoup de mes séries quand j'étais à Budapest. Clairement, quand j'étais dans le mood Budapest, j'étais là, échec à fond, donc avant que du coup mon épaule me lâche. Mais j'étais vraiment dans le mood, putain, je suis à fond, je donne tout, etc. Quand je regardais mes séries, putain, j'en étais fier. Aujourd'hui, je regarde mes séries à Budapest, je me dis, là, j'en avais une de plus. Là, j'en avais deux de plus. Parce que ma perception s'est encore améliorée. Et quand j'étais à Budapest et que je regardais des vidéos de moi quand j'étais encore avant que je parte, etc., je me disais déjà la même chose. Donc, je ne veux pas dire, mais j'ai toujours pensé que j'avais une perception de l'échec qui était bonne. Et je pense que j'ai quand même plus d'expérience que la plupart des gens. Mais je ne suis pas, c'est ce qu'on disait dans le dernier podcast, bah, je suis encore intermédiaire. Et je ne serai jamais avancé pour ça. Parce que dans 6 mois, je suis sûr, je regarde mes vidéos de maintenant et je me dis, putain, mais j'ai encore des rêves de réserve. Et donc, c'est ça le truc, c'est que si toi tu regardes autour de toi en salle de sport, si tu te dis, putain, lui il a 5 RIR, selon ta perception de l'échec, ça veut dire qu'il en a combien en réalité? Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire que, ouais, les gens s'entraînent bien, 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 bien en dessous de leur capacité. Et en plus de ça, on parle ici d'un échec musculaire. C'est-à-dire que si tu prends ton développé couché, c'est pas parce que tu restes sous la barre et que tu n'arrives plus à pousser que tu as été à l'échec musculaire. Dans le sens où tu peux rater ta trajectoire, tu peux perdre ta stabilité, tu peux avoir 1 million de facteurs, tu peux perdre ta fixation. Et c'est ça, du coup, qui fait que ta barre ne monte pas. Donc, tu vois, c'est même pas un échec musculaire qui fait que. Or, ce qu'on veut pour eh bien, avoir le maximum de muscles,
c'est du coup se rapprocher de cet échec musculaire sur le muscle qu'on souhaite cibler. Donc effectivement, la méthode Heavy Duty va permettre d'avoir cette intensité maximale et du coup de potentiellement, vu comme tu vas au bout, tu ne t'entraînes pas au 0 RIR, eh bien d'avoir le maximum de gains musculaires grâce à ça. Donc ça, c'est le point positif, cette recherche de l'intensité. Autre point positif, je continue du coup mon frère. Ouais, tu auras fait un autre point. Moi, j'ai fait un point avantage, inconvénient. Tu fais un autre point. Ouais, je vais rester d'abord sur les avantages. Autre point important, eh bien, moins tu as de séries dans ton programme d'entraînement, et plus c'est facile de progresser dessus. Exemple, quand tu as 4 séries dans ton programme d'entraînement, eh bien, c'est extrêmement dur de progresser sur ces 4 séries. C'est-à-dire que si tu dois progresser sur chacune de tes séries, ou même si tu dois garder une progression constante, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que tu vas pouvoir progresser sur tes deuxièmes, ta troisième, tu vas peut-être stagner, ta quatrième, tu vas peut-être régresser. Voilà, c'est très dur d'avoir une progression constante sur toutes tes séries. Or, quand tu as un nombre de séries qui est plus faible, enfin moins tu as de séries, et plus tu as de chances de réussir à progresser sur toutes tes séries. Ça veut dire qu'en n'ayant qu'une seule série, tu t'assures de quasiment progresser à chacun de tes entraînements. Donc ça, c'est également un avantage, c'est que du coup, tu vas pouvoir progresser plus facilement sur tes mouvements grâce à cette méthode parce que tu as un volume d'entraînement qui est extrêmement réduit. Après, est-ce que pour autant, diminuer drastiquement son volume, c'est la solution? Alors, vous savez qu'avec Denis, on aime bien avoir toujours cette notion de qualité supérieure à la quantité. Donc, c'est pour ça qu'on a peu de séries, mais peu de séries, c'est toujours relatif. Nous, c'est ce qui nous correspond. Et c'est là où je veux en venir, c'est que certaines personnes ont les capacités pour tenir un volume un peu plus important. Alors, je dis un peu plus important, c'est par rapport au nôtre. C'est-à-dire qu'une personne va pouvoir avoir, je dis n'importe quoi, 15 séries hebdo sur ses pecs ou sur ses bras ou peu importe, que sais-je. Alors que nous, je sais pas, pour nos bras, moi, je sais que voilà, 3 séries hebdo, entre 3 et 6 séries hebdo, c'est ce qui me convient. Tout ça pour dire que si vous pouvez progresser avec un volume adapté à vous, c'est-à-dire que vous progressez d'une semaine à l'autre, ne changez pas cette façon de faire. Vous êtes en mesure de progresser, donc ne changez pas votre technique. Continuez d'aller au bout et au bout d'un moment, diversifiez vos séries de travail avec les top 7, les back-off et pourquoi pas, si vous avez envie d'aller au bout du bout, terminer avec cette fameuse méthode Heavy Duty pour terminer là-dessus. Donc tout ça pour dire que le volume, si vous êtes capable de le tenir, faites-le. Ça, c'est important. Ouais, mais tu vois, ça peut être contesté un peu par les personnes qui pratiquent le heavy duty, parce que moi, tu vois, je te trouve un contre-argument, c'est que une personne qui fait genre 4 séries en ce moment, qui les encaisse plutôt bien, ça se trouve, elle peut faire ces 4 séries justement parce qu'elle va pas au maximum de son intensité. Et si elle se dit, je passe sur du heavy duty, ça se trouve, elle va voir directement, parce c'est bon, elle va se dire, j'ai plus qu'une série. Elle va tout donner sur ces séries parce qu'elle a plus cette limitation. Et du coup, elle va réussir à progresser. Elle va prendre, ça se trouve, beaucoup plus lourd parce que jusqu'ici, elle était en dessous de ses capacités. Donc, le heavy duty, ça peut quand même être quelque chose de positif dans le sens où ça peut quand même vachement te pousser en avant. Par contre, et c'est là où je pense que tu voulais dire ça, c'est que, par exemple, faire une série sur certains groupes musculaires ou sur certains mouvements, eh bien, ça se trouve, tu peux en encaisser plus. Mais c'est ça que je veux dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu peux encaisser du volume, que ça ne te fatigue pas, que tu progresses et que tu arrives quand même à avoir cette proximité à l'échec, parce que quand je dis qu'on est à une progression sur 3-7, c'est que la personne, elle est quand même en mesure de progresser sur 3-7 et qu'elle a quand même cette proximité, ce fameux 0 RIR, ou du moins cette proximité au 0 RIR. Par contre, effectivement, c'est un inconvénient, c'est que si on diminue le volume avec la méthode Heavy Duty, on va pouvoir parfois négliger aussi certains angles de travail sous prétexte que les séances doivent être tenues sur 4 à 5 exercices. Donc il faut faire attention, le volume n'est pas l'ennemi du body, surtout pratiquant du 0 RIR, il est important d'avoir un certain volume et pas de se dire moins je fais de volume, mieux c'est. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais si tu écoutes un peu les pratiquants qui font cette méthode, ils te diront tous, ouais, j'ai vachement progressé dès que je suis passé au heavy duty, toutes mes charges ont augmenté, etc. Mais pourquoi? Mais parce qu'avant, effectivement, il n'était pas au maximum de l'intensité.
Mais c'est là où je veux en venir. Et c'est ça le truc, c'est que la base de tout, c'est justement cette intensité. Et après, une fois que tu as cette intensité, eh bien, c'est là où potentiellement tu peux te dire, ouais, je peux faire plus de séries. Parce que on va pas se mentir, mais il y a des exercices sur lesquels bah, tu prends un mouvement, je sais pas, pour le faisceau postérieur de l'épaule, être à l'échec sur une seule, même si tu vas à l'échec, que tu donnes tout sur une série, tu pourras très certainement faire beaucoup plus. Je vois par exemple mon drop set mécanique pour l'arrière d'épaule que j'aime bien, je l'ai présenté plusieurs fois sur mon compte Insta. Je commence avec des élévations postérieures. Dès que je suis à l'échec, je continue avec du rowing pour l'arrière d'épaule. Donc, je repousse encore cet échec avec un drop set mécanique. Et pour autant, j'arrive à faire 2 séries, voire même, je suis sûr que je pourrais en faire une 3e sur ce mouvement. Donc, effectivement, la relation avec le volume et l'intensité va être OK sur certains mouvements. C'est-à-dire que sur certains mouvements, ouais, tu prends un hack squat. Si tu fais une série à l'échec où tu restes en bas, bah, y a de grandes chances que tu puisses en faire qu'une seule. Bien sûr. Mais un mouvement type arrière d'épaule, eh bien, c'est pas le cas. Et c'est là aussi où je veux en venir sur une autre problématique de la méthode, parce qu'on en est sur les problématiques. C'est que, eh bien, on fera un résumé à la fin des avantages et des inconvénients. C'est que, en fait, la méthode se base aussi sur le fait que tu vas choisir forcément les meilleurs exercices pour avoir la meilleure stimulation musculaire possible. C'est-à-dire que dans la méthode originale, et les gens qui la font suivent en général cette méthode originale, bah, par exemple pour les pectoraux, tu vas faire du développé couché. Pour les biceps, tu vas faire du curl à la barre. Pour les triceps, tu vas faire du barre au front. Pour le dos, tu vas faire du rowing à la barre, etc. En fait, parce que c'est ça, pour être le plus efficace possible, tu sélectionnes les exercices qui sont le plus efficaces possible. Et bon, si tu écoutes le podcast, tu sais déjà que justement, eh bien, ce ne sont pas les exercices qui sont les plus adaptés, parce que ce sont ceux qui ont le plus de facteurs limitants. Dans le sens où, je l'ai dit précédemment, mais un développé couché à la barre, bah, il y a de grandes chances que tu ne sois pas à l'échec musculaire, parce que du coup, eh bien, tu vas rater ta trajectoire, etc. Et c'est ça qui va mettre fin à ta série. Ce qui fait qu'au final, tu vas te retrouver à te rapprocher très difficilement de cet échec musculaire. En gros, tu vas partir sur ton développé couché, tu vas tout donner, tu vas rester en bas sous la barre à cause d'un échec postural parce qu'il y a tellement de facteurs limitants et c'est comme ça sur le développé couché, mais sur le rowing à la barre aussi, sur tous les autres mouvements que tu vas faire, sur le barre au front, etc. Tu vas forcément avoir plein de facteurs limitants parce que ce sont des exercices qui sont libres et qui disposent du coup de beaucoup de facteurs limitants. Et au final, eh bien, tu vas t'arrêter à cause de cet échec postural à peut-être 3-4 reps de cet échec. Et au final, tu n'as qu'une série. Donc, tu n'avais qu'une seule chance pour aller à l'échec musculaire et ce n'est pas le cas. Donc, ce qui se passe, c'est que malheureusement, eh bien, tu vas avoir une stimulation musculaire qui est très faible parce que tu n'as pas été proche de cet échec musculaire. Et en plus de ça, eh bien, tu n'as qu'une seule série. Donc, tu t'es retrouvé avec un nombre de répétitions effectives qui est très faible et du coup, une stimulation musculaire qui est très faible. Et c'est ça le truc, c'est que lorsque tu ne fais pas cette méthode heavy duty, on prend l'exemple d'un volume un peu plus haut et c'est pour ça qu'en général, les gens arrivent à encaisser un volume un peu plus haut. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à cet échec musculaire. C'est toujours des facteurs limitants avant qu'ils viennent les limiter. Et du coup, vu comme ils sont toujours à 3-4 reps de l'échec, eh bien, ils peuvent encaisser plus de volume parce qu'ils s'arrêtent avant. Et du coup, dans le cadre de quelqu'un qui fait 4 séries de développé couché, où du coup, à cause des facteurs limitants, à cause de sa technique, etc., il s'arrête 3-4 reps avant, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il aura quand même, au final, une stimulation musculaire qui sera intéressante sur l'ensemble de toutes ces séries. Mais effectivement, s'il avait fait 1 ou 2 séries à l'échec musculaire total, eh bien, il aurait eu une stimulation musculaire qui aurait pu être identique. Sauf que les facteurs limitants sont passés par là et le nombre de répétitions effectives sont du coup très faibles. La technique très simple, en fait, on dit toujours que les répétitions stimulantes sont les 5 dernières qui sont proches de l'échec musculaire. Sachant que c'est un escalier constant et donc la dernière, bien sûr, est plus stimulante, par exemple, que la 5e. Mais en gros, les répétitions les plus stimulantes sont les 5 dernières. C'est ça qu'il faut comprendre.
Et du coup, celles qui sont avant, bah, au final, elles sont très peu stimulantes. C'est pour ça qu'en général, il vaut mieux faire des séries courtes, etc. Mais ça, c'est un autre sujet de podcast. Mais en gros, pour faire... on en a des choses à dire dans ce podcast, dis Bien donc. sûr, ouais. Il est pas prêt de s'arrêter. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que si du coup tu es en one set et que tu t'arrêtes à 4 répétitions de l'échec, tu as une seule répétition stimulante. Si tu fais la même chose sur 4 séries, tu as 4 répétitions stimulantes. Et si tu fais la même chose sur une série, mais réellement à l'échec, tu as 5 répétitions stimulantes. Donc, voilà ce que je veux dire. C'est ça, il est là en fait le lien entre l'intensité et le volume. Et donc, c'est là aussi l'inconvénient de cette méthode, c'est que bah, du coup, en fonction du choix de tes exercices, tu vas pouvoir avoir des difficultés à te rapprocher de cet échec. Et bien sûr, tu peux forcément aujourd'hui, alors c'était dans le temps, donc ils étaient comme ça, c'est une vieille méthode, donc c'était comme ça pour tout le monde, ils n'avaient pas les mêmes machines, mais aujourd'hui, on va dire, ce qui est un inconvénient peut facilement être résolu par le fait de choisir des meilleurs mouvements. Tu vas sur une chest press, voilà, tu n'auras plus ce problème. Mais il faut quand même être conscient de ça parce que dans la méthode de base, c'est comme ça et ça prend forcément pas en compte les conflits anatomiques que tu peux avoir. Voilà, si tu fais du développé couché, que tu as une cage thoracique qui est fine et des bras longs, et que tu fais du heavy duty dessus, il y a de grandes chances que ça se finisse mal aussi, tu vois. Donc, tu peux adapter. Cet inconvénient n'en est pas forcément un à partir du moment où tu adaptes les choses correctement. Mais sinon, voilà, assure-toi toujours. Enfin, le point qui a quand même été soulevé, c'est le choix des mouvements et ta proximité de l'échec. Parce que si tu n'es pas suffisamment proche de l'échec, eh bien, tu n'auras pas suffisamment de répétitions stimulantes. Exactement, là je pense que tu as vraiment fait le lien parfait entre volume et intensité avec cette fameuse proximité à l'échec musculaire avec un cas concret avec le nombre de séries par rapport à une série effective pour du heavy duty. L'autre point aussi que je voulais aborder, qui est un peu, comment dire, peut-être mal compris, c'est que le heavy duty, ce n'est pas uniquement des techniques d'intensification sur des techniques d'intensification. Mais à la base, il n'y en a pas dans la méthode originale, hein. Il n'y a pas de technique d'intensification. En plus, c'est pour ça où je voulais en venir. C'est que il faut vous dire que le heavy duty, si vous voulez avoir une progression dessus, vous devez avoir des fourchettes de répétition, des rep range, et avoir cette proximité à l'échec musculaire. Si après, vous voulez aller au-delà de l'échec musculaire, comme ce que je le disais en intro, avec des répétitions partielles, des répétitions aidées, etc., on va rentrer dans les techniques d'intensification qui vont être intéressantes, mais qu'il va falloir doser. On a déjà parlé, les techniques d'intensification, c'est très intéressant, mais par contre, il ne faut pas en abuser. Pourquoi? Parce que ce qui comptera toujours, et ce qui pourrait être quantifiable sur votre progression, ce sont les séries effectives que vous allez réaliser avec une standardisation, ou du moins une approche de cette standardisation. Donc voilà, ce que je voulais faire, c'était ce disclaimer. La méthode heavy duty, c'est pas des techniques d'intensification où on fait des drop sets dans tous les sens, où je sais pas, on change de posture, on tire avec tout ce qu'on peut, etc. Il y a quand même cette notion derrière de standardisation, de répétition effectuée avec voilà, une certaine cohérence, un contrôle de la charge, un maintien de contraction, une ISO, pourquoi pas. Enfin voilà, il faut aussi respecter ce cadre-là. Ah, et puis c'est surtout que il y a un moment où ceux qui ajoutent des techniques d'intensification sur leur série où ils sont à l'échec, quand on fait le ratio bénéfice-risque, on se rend compte que c'est pas forcément avantageux. Dans le sens où tu vas faire un curl à la barre jusqu'à l'échec, selon la méthode. Donc tu vas t'arrêter vraiment lorsque c'est bon, ça monte plus du tout. Eh bien, à ce moment-là, tu vas utiliser des techniques pour allonger ta série et souvent, c'est des techniques où du coup, tu vas utiliser ton dos, te balancer, etc. et pas forcément contrôler la négative. Je pense qu'on a tous déjà vu faire des gens comme ça. Et le risque de blessure est quand même vachement important dans le sens où déjà tu utilises d'autres groupes musculaires pour compenser, tu as beaucoup moins de contrôle et ton muscle est fatigué, tu as été à l'échec dessus. Donc il ne peut plus produire de force, il est extrêmement fatigué. Donc il y a quand même un risque de blessure qui est assez important. Et honnêtement, bon, n'allez pas le faire, mais quand vous voyez des mecs qui s'arrachent des biceps au curl une fois dans votre vie, vous faites quand même un peu plus attention après. Donc faites attention effectivement avec ces techniques d'intensification, d'autant plus que ça ne va pas forcément rajouter quelque chose. Moi, je l'ai déjà dit, mon avis sur les techniques d'intensification,
en gros, il y a deux façons d'étendre une série, soit avec des répétitions trichées, soit avec des répétitions partielles. Personnellement, je suis plus partisan des répétitions partielles. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le moins de risques, alors qu'une une répétition trichée, eh bien, il y aura toujours forcément beaucoup plus de risques. Et en plus, ça va engendrer beaucoup plus de fatigue, parce que vous allez utiliser d'autres groupes musculaires dans le mouvement, donc ça va engendrer beaucoup plus de fatigue. Donc faites attention à ça, au risque aussi de blessure. Ouais, vous savez très bien qu'ici, le podcast, hein, c'est avant tout aussi ne pas faire forcément les erreurs qu'on a faites par le passé, vous éviter les blessures et d'optimiser votre pratique. C'est pour ça qu'on met un point d'honneur là-dessus. Bien sûr, ce qu'on dit, c'est que le vide d'outils, c'est une méthode aussi qui permet, je pense que c'est un point aussi important, qui permet à des personnes de s'entraîner dans un temps plus court. Et on le sait, certains, avec leur vie professionnelle, leur vie familiale, ont peu de temps à s'entraîner et vont faire le choix d'essayer cette méthode. Encore une fois, et on le dit toujours, si vous voulez, je sais pas, tester, expérimenter cette méthode, faites-le, c'est le meilleur moyen de vous positionner dessus. Et je voulais en revenir par rapport à cette idée d'emploi du temps, quand l'emploi du temps est un peu short et qu'on ne peut pas forcément s'entraîner comme on le souhaite, c'est une méthode qui peut répondre à ces besoins-là, mais encore une fois, attention à ne pas tomber dans le piège du je fais cette technique parce que j'ai envie d'aller vite dans ma séance. Pensez toujours qu'il y a toujours cette notion de qualité à avoir. Si vous pouvez faire un peu plus de volume parce que vous êtes capable de le tenir, faites-le. Oui, et puis il y a d'autres façons. Si vous n'avez pas beaucoup de temps dans votre séance, vous n'êtes pas obligé non plus de faire du heavy duty. Bien sûr, oui. Ce- Et ça, on a ce- déjà parlé, hein, on a déjà parlé que y a des choix qui peuvent être opérés avec une sélection d'exercices bien spécifiques, un volume quantifié, une répartition sur la semaine. Enfin voilà, nous, on a eu des cas dans nos suivis où justement on a adapté le volume, adapté leur semaine d'entraînement parce que ils n'avaient pas d'autre choix et c'était la meilleure chose à faire. En fait, le heavy duty, pour faire un petit résumé de ce que je pense réellement de la méthode, le heavy duty, c'est, je pense, une très bonne introduction à l'intensité. Yes. C'est une très bonne introduction à l'intensité, dans le sens où eh bien, vous allez pouvoir vous pousser au maximum et du coup améliorer votre perception de l'échec sur les mouvements. Ça, c'est assez important. Euh, Par contre, le gros point noir de la méthode, c'est que, eh bien, avec ma perception actuelle de DRIR, je n'ai jamais vu trop de personnes réussir à aller à l'échec sur tous les mouvements de leur programme, enfin de leur séance en heavy duty. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des répétitions de réserve qui traîneront sur certains mouvements et forcément, surtout en général sur les cuisses, etc. Et forcément, eh bien, vous allez vous retrouver avec, c'est ce que je disais précédemment, pas suffisamment de répétitions stimulantes et du coup, forcément, pas suffisamment de stimulation musculaire derrière pour engendrer une croissance musculaire. Donc, c'est selon moi le plus gros point faible de la méthode, c'est que la perception de l'échec à avoir, euh, les compétences en perception de l'échec à avoir sont extrêmement hautes et aujourd'hui, très peu de personnes peuvent du coup se vanter de les avoir pour réussir à du coup avoir suffisamment à être suffisamment proche de l'échec tout simplement. Donc c'est ça le truc de cette approche. Après, comme on le dit avec Rémi, on a toujours recommandé l'intensité haute dans les entraînements. Mais en fait, le meilleur équilibre dans tout ça, c'est tout simplement de chercher à aller à l'échec sur vos séries et du coup d'adapter votre volume en fonction de ça. Dans le sens où il faut garder le bon de la méthode et l'appliquer avec nos connaissances d'aujourd'hui. Voilà ce qu'on doit en tirer de cette méthode. C'est qu'il faut du coup utiliser cette méthode on en garde l'intensité, on adapte les mouvements et on adapte son volume. Voilà ce qu'il faut en garder, dans le sens où si tu peux faire 3 séries sur la presse à cuisse, parce que du coup pour toi tu étais à l'intensité maximale, eh bien garde-les. Cherche toujours à aller au maximum de l'intensité. En fait, c'est ça, la musculation pour créer du muscle, c'est on flirte toujours avec nos limites. C'est la ligne de nos limites. Et en fait, on cherche toujours à en être le plus proche possible pour, du coup, avoir le maximum de gains musculaires. Et ça, c'est
du coup, il y a l'équation volume fois intensité qui est là-dedans. Et certaines personnes, du coup, vont mettre suffisamment d'intensité pour être très proches avec une ou deux séries. Et d'autres, du coup, devront mettre forcément un peu plus de volume parce que leur perception de l'échec, etc. Parce que aussi, ça demande une certaine expérience. Et je vous renvoie au dernier podcast sur l'expérience en musculation où on en a parlé avec Rémi, pour pouvoir mettre une grosse intensité. Et aujourd'hui, si tu n'as pas certains prérequis, eh bien, tu ne peux pas mettre cette intensité maximale et du coup, tu es obligé de compenser avec du volume. Et même moi, aujourd'hui, qui me considère comme intermédiaire dans la perception des RIR, eh bien, la plupart de mes séries, la plupart de mes mouvements, je les fais en 2 sets. Je les fais en 2 sets. Et en plus de ça, du coup, souvent, je fais un top set et un back off set. Donc, un top set dans une fourchette de répétition assez courte, un back off set dans une fourchette de répétition assez longue. J'arrive très bien à progresser dans les deux. J'arrive du coup à encaisser plus de volume de cette façon-là. Et pourtant, pour moi, je suis à l'échec selon ma perception. Enfin, je suis à 0 RIR selon ma perception des RIR actuels. Encore une fois, ça se trouve dans 6 mois, je dirais putain, j'aurais pu en faire plus. Mais voilà comment je vois les choses. Et du coup, toi, c'est ça, il faut que tu dises la même chose. Là, voilà, je suis à l'échec selon ma perception actuelle des RIR. Et en étant à 0 RIR selon ma perception actuelle, j'arrive à faire 3 séries au maximum. J'arrive à progresser sur mes 3 séries. Donc, je garde mes 3 séries. Et petit à petit, en fait, plus ton intensité va augmenter, plus du coup, tu vas te dire, enfin, plus tu vas te rapprocher au final du réel échec musculaire. Parce que, eh bien, ta perception aussi va augmenter au fur et à mesure. Et plus tu verras que ton volume va diminuer sur certains mouvements, notamment des mouvements qui sont très fatigants, le hack squat, etc. Certains mouvements resteront toujours assez peu fatigants et assez peu traumatisants, surtout dans la façon dans laquelle tu les fais. Moi, actuellement, j'ai une grosse période de réflexion sur ça, sur le fait d'avoir le maximum de fatigue musculaire sur le muscle que je souhaite cibler, donc de vraiment être à l'échec musculaire uniquement sur le muscle que je souhaite cibler, tout en engendrant très peu de fatigue à côté pour me permettre, eh bien, au final, d'encaisser un volume plus important, tout en ayant une intensité uniquement sur le muscle que je souhaite cibler importante. Tout ça, je pense que je ferai part de mes réflexions plus tard. C'est encore en travaux, mais je travaille dur sur ça actuellement pour essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice aussi de mon côté. Je ne dis pas que je vais faire ma méthode, mais voilà, ma réflexion pourra toujours aider les gens. Et c'est comme ça que les choses vont se passer. Le volume et l'intensité, c'est du même côté de la balance. Quand l'un augmente, eh bien forcément, l'autre doit diminuer pour que la balance reste équilibrée. Et c'est comme ça que les choses avancent, flirtent toujours avec tes limites. Certains auront besoin que d'une seule série par mouvement et ils seront déjà très proches de leurs limites. Et d'autres, du coup, auront besoin de plus de séries. Tu peux être dans ce cas-là. Mais voilà, garde le bon de la méthode et adapte-les avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Exactement. Et tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que à chaque individu, je recommence. À chaque individu, sa méthode, son volume, son intensité. Dans nos suivis, chaque personne qu'on accompagne n'a ni le même volume, ni la même méthode de travail. Denis parlait de top set et des back-off, c'est effectivement notre méthode à nous deux. Il y a la méthode du heavy duty, il y a la méthode des 3 sets ou des 4 sets avec une même charge donnée. Bref, à vous de trouver ce qu'il vous faut. Et après, sinon, à nous de vous aider à vous positionner sur justement ce qui vous convient. Il n'y a pas de méthode absolue, il y a des méthodes et à vous de choisir et de prendre des petites choses par-ci, par-là. Oui, c'est ça. En fait, le heavy duty, c'est une façon de faire. On a exposé les forces de la méthode, on a exposé les faiblesses de la méthode aussi. Mais si on fait un parallèle, c'est un peu comme en diète. Pour créer un déficit calorique, tu peux diminuer fortement tes glucides, voire pour certains, ils te diront de les couper. Tu peux faire la même chose avec les graisses. Tu peux faire le one meal a day. Tu as plein de façons de faire et tu trouveras forcément des avantages et des inconvénients à chacune des méthodes. Bien sûr, certaines vont posséder un peu plus d'avantages et d'autres un peu plus d'inconvénients, etc. C'est à toi de faire le tri dans tout ça, d'adapter ce qui te convient le mieux, parce qu'au final, parmi toutes ces méthodes, elles fonctionnent toutes d'une certaine manière, mais ce qu'il faudra toujours chercher à bien comprendre, c'est que le facteur principal, quand on reprend on en a parlé dans le podcast avec Lucas Guif, les deux pyramides, que ce soit la nutrition ou l'entraînement, ce qu'il y a tout en bas, donc la première étape, c'est l'adhérence. Et donc, l'adhérence, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que tu vas
pouvoir tenir ta diète ou ton programme sur le long terme. Et donc, si le Heavy Duty, par exemple, te permet de tenir ton programme sur le long terme, fais-le. Si le One Meal a Day te permet de tenir ta diète sur le long terme, fais-le. Parce qu'au final, et ça rejoint ce qu'on a dit sur le début du podcast, il ne faut pas se projeter à court terme, mais à long terme, parce que c'est sur le long terme que les résultats se font. Et du coup, c'est comme ça que tu auras les meilleurs résultats en arrivant à tenir une méthode ou une façon de t'entraîner sur le long terme. Parfait. C'est parfait, mais on a passé tellement de temps dessus, Denis. Ouais, je vois que ça risque d'être assez compliqué mais c'était génial. C'était génial. De faire une autre question. Mais le Heavy Duty, je pense que c'est bien que ça soit repopularisé un peu. Honnêtement, c'est bien qu'il y ait une vague d'intensité où les gens comprennent qu'il faut s'entraîner dur. Parce que il y a eu vraiment, en fait, tu sais, moi quand j'ai commencé à la muscu, c'était, tu t'entraînes dur, tu crèves sous tes barres. Moi, je prends toujours l'exemple de Sam et Baptiste qui m'ont beaucoup apporté dans ma pratique et ma vision de la muscu, qui étaient les deux bodybuilders qui étaient présents dans la salle où je m'entraînais au début. Et c'était ça, c'était les mecs qui s'entraînaient dur et intelligemment. Et voilà, c'est ça, le mot intelligemment. Enfin, entraîne-toi dur, mais intelligemment. Mais intelligemment, il fait toute la différence. Parce que s'entraîner dur, mais à pas savoir faire les mouvements, à faire des mouvements qui sont pas adaptés, où tu vas te péter la gueule, etc., c'est pas s'entraîner dur pour moi. C'était, en fait, Sam et Baptiste, c'était vraiment, j'avais cette vision c'est de l'art quand je les vois s'entraîner. C'est des mecs, ils sont montés sur des vérins. Tu vois, c'est standardisé à la perfection. Le mouvement, il est nickel. Et le truc, c'est que il y a des charges d'enculés. Voilà, je me souviendrai toujours de Baptiste qui faisait son développé prise serré en série de 30, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. C'était des cycles où tu devais faire des répétitions assez hautes. Et à 100 kilos, quoi. Série de 30 à 100 kilos au développé prise serré. Et c'était un véritable vérin avec un tempo nickel, une exécution nickel. C'était vraiment une machine en action. Et c'était ça, en fait. C'était l'intensité intelligente. Et après, il y a eu ce truc on a voulu pousser le côté intelligence au maximum et en négligeant, en mettant de côté progressivement le facteur du coup intensité. Et on a commencé à dire, ouais, mais si tu gardes des répétitions de réserve, tu vas progresser plus vite. Et c'est pas que tu vas progresser autant, tout en ayant du coup moins de fatigue. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que on a dû attendre 2023 pour qu'une méta-analyse sorte et du coup nous dise, non, c'est mieux en fait de s'entraîner à 0 RIR que de s'entraîner à 2 RIR. Et le résultat de l'étude, c'est la différence est significative. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 2023 pour qu'on arrive à prouver ce qu'on voyait sur le terrain via une étude. Et du coup, j'imagine que les choses vont encore évoluer, mais on a vraiment toute une période où je dirais pendant plus de 5 ans, entre 5 et 10 ans, où on disait, garde des répétitions de réserve, c'est ce qu'il y aura de mieux pour toi. Et voilà, tu auras les mêmes gains musculaires tout en ayant moins de fatigue. Et après, ça prouve aussi que les choses évoluent. Oui. Et c'est ce qu'on a toujours dit dans ce podcast, et c'est ce qu'on a dit aussi dans le dernier podcast, c'est que nos connaissances actuelles, elles se basent sur la littérature actuelle, les connaissances qu'on a actuelles. Et forcément, dans 10 ou 15 ans, ça sera peut-être différent. Et ce truc... Attends, vas-y, je te laisse parler. Parce que je veux rebondir, parce que s'entraîner avec extrêmement loin de l'échec, c'est-à-dire garder des répétitions en réserve, on l'a fait. S'entraîner on s'est entraîné de cette façon parce que on l'a lu, parce qu'on l'a découvert, parce que c'est ce qu'on nous a appris. Là, on est dans une période où justement on nous apprend qu'il faut être proche de l'échec musculaire, et proche, ça veut dire aller à l'échec musculaire, parce que c'est très dur de quantifier un 2 RIR, un 3 RIR, bref, il faut aller au plus proche de l'échec musculaire. Mais peut-être, comme dit Denis, dans 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on va avoir encore une évolution à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, parce qu'on s'adapte, et justement c'est ça aussi qui est plaisant, c'est se baser sur les faits scientifiques. Mais c'est vrai que les choses évoluent, et puis après tu te fais aussi ta propre expérience. Les études montrent effectivement qu'à 2 RIR et à 0 RIR, les gains musculaires étaient les mêmes. Et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose que j'ai mis en application. Et ça fait quoi? Ça fait genre 2 ans, un truc comme ça, que quand tu me disais ça, je disais,
Oui, mais le terrain quand même montre autre chose. Je commence à avoir un petit background de personnes que j'ai coachées qui montrent des résultats inverses et tout. Et aujourd'hui, bon, bah voilà, je sais que la littérature scientifique va dans mon sens et il y a plein de choses comme ça qui, au final, ont été remises en question et qui, au final, ont pu être prouvées. Les ischios sur la presse à cuisse, ce genre de choses. Tout ça, c'est des choses que, voilà, il y a quelques années, on disait, oui, mais bah, c'est comme ça, tu peux faire les ischios sur la presse à cuisse. Puis C'est écrit après, dans certains livres encore. c'est Enfin, écrit. c'est parce Ouais, que voilà, c'était comme ça. et c'était comme ça. Et puis après, tu améliores tes connaissances. Et puis tu regardes, tu vois la biomécanique, tu te dis, oui, mais si ça s'étire et que ça se raccourcit d'un côté, gna, 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 Ouais, c'est gna. ça, c'est pas possible. Et puis après, bah voilà, il y a d'autres études qui arrivent et puis qui montrent qu'au final, bah oui, l'hypothèse de la biomécanique était juste, etc. Et c'est comme ça, et les choses avancent. Donc, c'est une bonne chose que, pour en revenir au point de base, que du coup la méthode remette en avant un peu cette intensité. Je pense que l'étude, j'ai pas fait de vidéo dessus parce que bon, ben voilà, c'est enfoncer le couteau dans la plaie dans le sens où je dis depuis je sais pas combien de temps qu'il faut s'entraîner à 0 RIR, mais mais du coup voilà, cette méta-analyse qui est sortie, elle a quand même fait un peu de bruit. Donc les gens vont comprendre qu'il faut s'entraîner dur et les gens vont de plus en plus entraîner leur perception de l'échec. Parce que comme je l'ai dit, ta perception de l'échec actuelle, c'est pas parce que tu penses être à l'échec actuellement que tu l'es réellement. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ta perception de l'échec, bah, du coup, plus tu t'entraînes à l'échec et plus elle évolue. C'est un peu comme un Pokémon. Tu vois, en ce moment, ça se trouve, t'es Roucoups. Non, c'est Roucoule. T'es Roucoule. Après, tu deviens Roucoups, Roucarnage. Et au final, non, je sais plus, après, je crois Je qu'ils sais ont fait plus des. dans l'ordre. Ouais, je crois que c'est Roucarnage puis après Roucoups. Ouais, je sais plus. Dites-nous en Mais, commentaire. ouais. Mais voilà, et puis après, ça évolue encore en Super Pokémon parce que tu peux pas, voilà, tu ne peux pas. La muscu, c'est ça, tu évolues en continu et tout ce qui est lié à la muscu continue d'évoluer en continu aussi, dont ta perception de l'échec. Mais après, on pourrait faire des comparaisons avec plein d'autres domaines. Je veux dire, le domaine de la mécanique automobile. Alors, je suis pas du tout passionné par ça, mais on le voit bien, les voitures évoluent. Avant, les voitures allaient jusqu'à 50 km/h, après 80, puis après 100, après 200, etc., etc. Et on va finir par exploser encore des records, mais parce que on est en perpétuelle évolution. Peu importe le domaine, et c'est ce qu'il faut voir et tendre, c'est aller dans l'optimisation, l'évolution. De toute façon, la muscu, c'est ça, c'est la course à l'infini. Dans le sens où tu ne peux, à partir du moment où tu ne T'auras peux. jamais fini le jeu, quoi. Voilà, c'est ça. À partir du moment où tu te dis, OK, c'est bon, là, j'ai atteint mon objectif, ou tu vois, à partir du moment où tu t'arrêtes, j'ai envie de dire, t'es mort. À partir du moment où tu te dis, j'arrête de vouloir améliorer mes connaissances, j'arrête de vouloir progresser, avoir un meilleur physique, j'arrête de vouloir avoir plus de biceps, etc. C'est le moment où tu es mort et où progressivement, tu vas perdre le mojo et tu vas finir par arrêter. Parce que tu te dois d'être toujours en perpétuelle évolution. Alors certes, il y a des personnes comme ça, tu vas dans les salles, il y en a, ça fait 20-30 ans qu'ils s'entraînent, mais ils n'ont pas cette passion réelle pour la muscu. Si tu leur dis, ils vont te dire, oui, je fais de l'entretien, mais quand tu parles avec eux, tu vas voir que au niveau des connaissances, c'est pas ça, tu vois. Mais parce pour moi, ils font pas de la muscu, ils font de la remise en forme. C'est ça la différence. Si tu veux vraiment Oui, fond. progresser, Vas-y, pardon. si tu veux vraiment progresser en musculation, c'est ça. Il faut toujours faire cette course à l'amélioration perpétuelle. Ouais, et puis quand tu fais, voilà, quand tu parles des anciens dans les salles de sport, bah, petit clin d'œil à Pierrot. Effectivement, Pierrot, c'est un ancien qui a un passé d'haltérophile et c'est un gars qui s'est toujours entraîné super dur et il continue justement de s'entraîner super dur, mais à sa façon. Le gars, il continue de faire des mouvements avec l'amplitude qu'il peut avoir, il s'entraîne toujours méthodiquement, il a toujours son split de l'époque, l'indice EPEC, etc. Mais par contre, avec des exercices pardon, en plus pour justement répondre aussi à des besoins, on va dire, Mm. de son âge, même si c'est pas forcément ce qu'il faudrait dire, mais il a des exercices adaptés à lui, mais il continue d'avoir cette passion de la progression. Je ne sais pas aussi si tu as remarqué, je fais une petite parenthèse, mais les personnes qui ont quand même un certain âge et qui vont en salle de sport,
je trouve que souvent, très souvent, hein, elles font beaucoup moins que leur âge et elles sont beaucoup, beaucoup plus en forme que les personnes qui potentiellement ne font pas de sport et ont le même âge. C'est Euh, à eux qu'il faut ressembler. C'est à eux où il faut vous dire, voilà, quand j'aurai 70, 80 ans, parce que voilà, c'est à peu près l'âge de ces personnes-là, enfin, auxquelles je pense dans ma salle de sport, mais c'est à eux que je veux ressembler. Parce que bon, effectivement, ils sont toujours entraînés. Alors, je parle vraiment pour les puristes, hein, je parle pas pour ceux qui se sont mis à la musculation à 50 ans passés, mais vraiment des personnes qui ont commencé dans nos âges, donc aux alentours ouais, 18 ans, 20 ans, de la vingtaine, et qui ont toujours continué, avec peut-être des coupures, mais bref, qui ont toujours quand même continué de s'entraîner jusqu'à leur âge actuel. Et c'est vraiment à eux qu'il faut ressembler, je pense. c'est ça, parce que au final, tu les vois, eux, ils sont entraînés pendant très longtemps et aujourd'hui, honnêtement, ils sont grave en forme. Alors là, attention, ça se passe pas sur la science, ce que je dis, c'est juste mon, mon observation personnelle. Mais souvent, ça se trouve, un jour, il y aura une étude aussi pour ça. Ça se trouve, il y en a peut-être même déjà une. Mais les personnes qui font du sport et qui mangent bien, eh bien vieillissent bien mieux. Ouais, ça, je pense que. C'est une certitude. Et dites-vous que ce que vous faites aujourd'hui aussi, l'implication que vous mettez aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vous aider eh bien, à bien mieux vieillir. Euh, le fait de dormir 9 heures, le fait de manger bien, le fait de vous entraîner, d'avoir une activité sportive, eh bien ça c'est des choses que votre corps va vous le rendre dans le futur. Et effectivement, c'est vers ça qu'il faut tendre, vers le long terme. Et si à 90 ans, je peux encore m'entraîner, eh bien je serai le plus heureux des hommes. Ouais, mais dans les pods où on ira tous les deux, là, quand on fera nos vieux jours, on mettra quand même du matos hein, dans le pavillon où on sera quand même, hein. Ah non, mais je me déplace, t'inquiète pas. Tu sais, d'ici là, je pense qu'on aura construit des machines Ouais. et on aura fait une machine multifonction tout en un Hyper stable, ouais. Ouais. sur lequel on pourra s'entraîner avec zéro facteur limitant, truc de ouf. Je créerai des algorithmes pour maximiser la progression musculaire. T'inquiète pas. Tu sais que c'est le Donc genre de le truc que zéro j'aime bien. RR podcast, c'est aussi le zéro RIR de la longévité. C'est ça. Non, mais ça fait aussi partie cette optique du long terme. C'est ça, c'est l'intensité mesurée, c'est l'intensité intelligente. Le fait, vraiment pour moi, le zéro RR, ça représente vraiment cette balance bénéfice-risque avec vraiment le maximum de bénéfices, vraiment 99,9% des bénéfices et 0,01% de risque, parce que le risque zéro n'existe pas. Mais voilà, c'est cette façon de maximiser les choses pour avoir le plus de résultats, de le faire sur le long terme le plus longtemps possible et de vivre le plus sainement et de la meilleure façon sa pratique. Qu'est-ce qu'il est philosophique, cette fin de podcast, c'est vraiment philosophique, mais c'est bien. Après, c'est aussi ce qui est apprécié dans le podcast, hein, ces fameuses analogies. Moi, je tiens à dire que tu as dit c'est la fin du podcast, alors qu'on n'a fait qu'une question, j'en avais annoncé deux au minimum. Puis ça répondra un petit peu aux besoins de certains qui nous disent que alors, ils adorent les podcasts longs, mais que des fois ils aimeraient bien des podcasts un peu plus courts. Bah voilà, on essaye de satisfaire un peu tout le monde. Oui, c'est vrai que. Puis même, voilà, je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de se tenir à notre rendez-vous hebdomadaire, avec parfois des épisodes un peu plus longs, parfois des épisodes un peu plus courts. Ce qu'il faut, c'est juste jamais diminuer la qualité de l'information. C'est clair. Et ça, de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on fera. Mais voilà, chercher à toujours approfondir au maximum les sujets. Je pense que là, on a bien fait le tour du heavy duty. C'était assez intéressant. Et au final, on en a dit du bien, on n'en a pas forcément dit trop de mal non plus. Non, parce Euh, que je pense que même, tu vois, si on devait faire, je sais pas, les avantages et les inconvénients de notre méthode actuelle, des top 7 et des back-off, bah peut-être qu'on y trouverait aussi des inconvénients. hein. Et enfin, même c'est même sûr. Oui, il y a pas de méthode, il y a pas de méthode parfaite. Et c'est ce qu'on disait, Ça. il faut piocher un peu partout et prendre ce qui vous correspond. Et il y aura des avantages pour certains, des inconvénients pour d'autres. Enfin, voilà, Parce que, c'est le mot, je pense, qu'il faut oui, parce retenir. qu'en plus, cette méthode du top 7 back off 7, je l'applique pas sur toutes mes séances, je l'applique pas Moi sur aussi, tous bien mes sûr. mouvements. Mm. C'est ça, en fait, c'est l'analogie du buffet à volonté que je disais la dernière fois. C'est, tu prends, voilà, tu prends un peu de chacune des méthodes. Tu prends des sushis, tu prends de l'entrecôte, tu prends de la glace au chocolat, tu prends des crêpes au Nutella.
et tu te fais ton repas parfait avec tout ça, avec toutes les connaissances que tu as pour trouver la méthode qui te correspondra le mieux à toi et avec lequel tu arriveras de la meilleure façon à progresser. Bon, je pense qu'on va pouvoir mettre fin au podcast. Désolé, du coup, on n'a fait qu'une question. Tu sais que j'ai remarqué un truc, c'est qu'à chaque fois qu'on dit bon, bah, on va essayer d'en faire 3 ou à chaque fois, on en fait déjà, on fait jamais toutes les questions et on en fait toujours même une de moins. Donc en fait, faut pas se dire on prend qu'une seule question parce que sinon ça veut dire qu'on va pas en faire. On va rester sur le retour de nos semaines. Mais ouais, le sommaire, en fait, au début, tu sais, je trouve que c'était une bonne chose au début, mais à chaque fois, je tease des questions qu'on fait pas. Ouais. Alors après, est-ce que les gens ont pas l'habitude aussi un petit peu? C'est Oui, ça aussi, je pense, le zéro RIR, c'est que on essaye de faire au mieux et les gens comprennent que des fois on part très loin et ils nous l'acceptent, enfin ils acceptent volontiers qu'on digresse tellement que voilà, l'information sera toujours aboutie. Oui, c'est ça. C'est plus une conversation entre passionnés qu'autre chose. Et c'est ça qui fait la force du podcast. Exactement. Mon frère, je Mon pense de que. deux, yes. Est-ce que tu nous fais un petit point sur les évaluations Spotify? Ah purée, je vous le fais en direct live. J'ai pas regardé. On approche, je pense, des 640 de mémoire. Nous sommes à, nous sommes à 655. Donc on a dépassé les 650. J'étais persuadé qu'on était en dessous des 640, qu'on allait arriver aux 640. Je Mais sais pas, c'est énorme. Enfin voilà, on va arriver aux 700 bien plus vite que. c'est ça. En fait, je suis en train de me dire qu'on est plus proche des 1000 que des zéros, tu sais. Mm, mm. C'est ça. Donc, road to 1000 évaluations Spotify. Génial. C'est vrai que le jour où j'ai vu qu'on était dans le top 100 des podcasts sur Spotify, je peux vous avouer que ça m'a fait quelque chose dans mon petit cœur. J'ai le pec qui a sauté un peu comme ça, le pec gauche. Et c'est vrai que ouais, ça m'a fait chaud au cœur. Je me dis que 2023, pourquoi pas retaper quelques places dans ce classement, faire découvrir ce podcast aussi. En fait, c'est ça le truc, c'est que si vous aimez le podcast, bah, partagez-le et voilà, likez-le, mettez un avis, etc. pour que eh bien, d'autres personnes découvrent ce podcast, d'autres personnes améliorent leur pratique de la musculation, progressent plus rapidement et limitent les risques, augmentent les bénéfices de leurs entraînements et se retrouvent à 90 ans en pleine forme à faire du hack squat à 0 RR. Exactement. Ça, c'est la philosophie du podcast. Donc on va stopper là pour l'aspect philosophique. En tout cas, on vous remercie à tous pour votre écoute et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du 0 RR Podcast. À bientôt.